Bonjour à tous, on remet ça pour une autre critique de Tomorrow War. Comme l'habitude, celle-ci sera full spoiler. Alors, on suit la vie de Dan Forrester, interprété par Chris Pratt. Et non, ce n'est pas le cousin de Ridge dans Amour, gloire et beauté. Ancien soldat qui tente une reconversion professionnelle sans succès, il a une femme, une fille, la petite vie de famille paisible en somme. On les retrouve en train de regarder un match de foot à la télé, et là, boum, portail dimensionnel qui interrompt le match, plusieurs soldats en sortent, clamant qu'ils viennent de 30 ans dans le futur et qu'ils ont besoin de nous pour sauver leur présent, notre futur d'une invasion extraterrestre. On va s'arrêter 5 secondes sur Chris Pratt. Autant je l'aime dans Jurassic World ou Passenger, autant ici c'est non. Je sais pas, mais selon moi, les films avec trop d'émotions ou les tragédies, c'est pas trop fait pour lui. Il ne m'a rien fait ressentir du tout, je le vois plus comme un comic relief qu'autre chose. Bref. Suite à ça, c'est riot dans de nombreuses villes du monde, car les gouvernements des différents pays se sont unis et ont lancé un recrutement obligatoire pour envoyer les personnes sélectionnées dans le futur pour une durée de 7 jours. Si vous survivez, vous êtes rapatrié, sinon, eh bien, vous avez compris. Bien entendu, Chris Pratt est sélectionné malgré lui pour partir au combat, et ayant connaissance du taux de mortalité plutôt élevé de ce genre de mission, sa femme le persuade d'aller voir son père, interprété par J.K. Simmons, pour tenter de trouver une solution. En effet, celui-ci est quelque peu anarchiste, mais de surcroît, il est capable d'enlever le bracelet que le gouvernement utilise sur toute personne sélectionnée pour s'assurer que celle-ci ne désertera pas. Malheureusement, la relation entre le père et le fils est quelque peu désastreuse, le père étant lui aussi ex-soldat qui aurait abandonné le petit car syndrome post-traumatique de guerre. Il n'était plus le même, enfin le genre de rengaine que nous avons entendu 10 000 fois concernant un ex-soldat. Du coup, ça se passe mal, et Dan Forrester coupe court au dialogue, ne lui laissant que pour seul choix de partir à la guerre. On a droit à la petite scène du au revoir entre lui et sa fille, puis c'est parti pour un entraînement de 7 jours pour lui et les autres recrues sélectionnés avant de s'envoler dans le futur. Sauf que non, l'alarme sonne, sans entraînement ni rien, on leur dit faut y aller maintenant, pas le temps de niaiser. Le portail s'ouvre et nous voici 30 ans plus tard. Là on peut se dire wow, belle technologie, à ceci près qu'il y a un dysfonctionnement. Et l'atterrissage ne se fait pas au bon endroit. Je dis atterrissage, car oui, ils sont largués carrément depuis le ciel. D'ailleurs, à cette hauteur, je ne suis même pas sûr qu'un atterrissage dans l'océan pourrait leur éviter la mort. D'autant plus que là, ils tombent carrément sur un gratte-ciel. Dan et quelques chanceux tombent dans une piscine. Pour les autres, c'est la mort en 0,3 secondes. Tu m'étonnes que le taux de mortalité est élevé. On aura droit à quelques explications nous disant que le portail n'est pas vraiment au point et que normalement il sera encore testé sur des animaux, mais que dans l'urgence de la situation, il n'avait pas le choix. Toujours concernant le portail, il faut noter qu'il y en a deux, un en 2022 et l'autre en 2051. Tout le monde se regroupe, Dan et quelques autres lead l'escouade, quand ils reçoivent leur premier ordre de mission, aller dans un bâtiment proche et extraire les survivants potentiels, plus s'emparer de fioles bleues qui semblent importantes. Problème, le temps est compté car un bombardement est sur le point de s'abattre à cet endroit précis. Plus de la tension artificielle qu'autre chose, sachant que l'endroit est déjà perdu. À quoi sert un bombardement? Autant y aller à coups d'ogive nucléaire à ce niveau-là. Anyway, la team arrive à se faufiler tant bien que mal. Faux suspense, tout le monde est mort comme prévu, on se procure les fioles, et sur le chemin de la sortie, on fait connaissance avec les méchants extraterrestres, a.k.a. les White Walkers. Alors, niveau aspect, ça va, ces gens des créatures tentaculaires munies de crocs, de griffes, et pouvant lancer des projectiles mortels. On notera qu'ils ont la particularité de hurler pour appeler tous leurs petits copains à la rescousse. Explosion, course-poursuite, des personnages secondaires meurent, Dan et deux de ses potes sont sauvés, voilà. Réveil dans une infirmerie de ce qui semble être une petite base humaine,
ou devrais-je plutôt dire la colonelle veut voir Dan, et on s'aperçoit que celle-ci est en fait la fille de Dan. Elle avait déjà de grandes aspirations étant petite, et il faut croire qu'elle a été persévérante. Le hic étant qu'elle n'a pas l'air plus enjouée que ça de retrouver son père, du moins pour l'instant. On apprend qu'elle a fait venir Dan dans un but précis, et qu'ils ont une mission, capturer une femelle. Car oui, la plupart des extraterrestres sont en fait des mâles, les femelles étant bien plus rares. Pourquoi vouloir en capturer une, me direz-vous? Eh bien, les humains ont créé une toxine capable de tuer les White Walkers, mais pour une raison inconnue, les femelles y survivent. Donc, la capture se fait non sans mal, tout le monde meurt, à part Dan et sa fille, on notera que aucun des deux ne sera attristé par cela, et la femelle est amenée directement au quartier général humain, en gros une énorme structure au milieu de l'océan, remplie de moyens défensifs tels des tourelles, des hélicos et autres, le tout entouré par des murs géants qui eux aussi sont entourés par un champ de mines. On notera aussi que malgré que ça se passe 30 ans dans le futur, il n'y a aucune amélioration technologique. Je n'ai absolument rien vu que nous n'aurions pas à notre époque. Et donc, les tests sur la femelle complètement tranquillisée commencent. Entre-temps, on apprendra que, dans le futur, Dan a abandonné sa famille et qu'il est mort d'un accident de voiture. Je ne l'ai pas précisé, mais toute personne envoyée dans le futur est déjà morte dans ce dit futur. Comme ça, pas de paradoxe temporel et ce genre de choses. Donc, ça discute, et là, magie, on trouve la toxine parfaite, sauf que, pas de bol, la femelle se réveille, elle crie, et là, invasion. Des milliers de White Spikes se ramènent, oui, car ils savent nager, et ils savent même planer. Ils arrivent sans mal à traverser le champ de mine et toutes les défenses. Dan apprend que la raison de sa venue, c'est prendre la toxine, la ramener dans son présent pour la produire en grande quantité et ainsi empêcher l'invasion à venir. Sa fille meurt et Dan est renvoyé. On va s'arrêter 3 secondes ici, car vous voyez comme moi le problème, je présume. Comment est-ce possible que ce genre de choses arrive? On sait que les White Walkers peuvent lancer des appels de détresse sur de très longues portées. Donc comment c'est possible de laisser la femelle se réveiller? On nous dit qu'il faut lui injecter énormément de sédatifs à intervalles réguliers. D'accord, mais alors faites-le. Mais une minuterie, un réveil, une alarme, mais ne la laisse pas se réveiller, please. Encore plus débile, pourquoi l'amener à cet endroit, là où se trouve précisément le portail du futur? Autant risquer de tout perdre, je comprends pas. Amenez-la dans un autre endroit pour faire vos tests, mais pas à votre quartier général, sachant qu'il suffit qu'elle crie une seule fois et vous êtes tous doom. Ce passage ne veut absolument rien dire du tout. En vrai, logique zéro. Dan se réveille donc dans le présent. Eh tout le monde, j'ai le vaccin. La toxine. Désolé, c'était une private joke. Mais on lui dit en gros, Osef, on ne te croit pas, GG. Donc là, il y réfléchit et il se dit, d'où est-ce que les White Walkers peuvent venir? Personne dans le futur a parlé de vaisseau, quoi. C'est genre, du jour au lendemain, ils étaient là. Donc là, c'est réflexion, et puis, idée de génie. Un des potes de Dan avait un souvenir. Une griffe de White Walker qu'il a piqué sur un cadavre. Donc il l'examine, et il trouve des cendres de volcan à l'intérieur. Je la fais court, mais grâce à un examen approfondi, et en demandant à un mec de 16 ans dans une classe, il se rend compte que les White Walkers sont en fait déjà là, piégés dans un glacier en Russie. Bon bah allez, sérieusement, vous êtes en train de me dire que aucun humain du futur a pensé à regarder à ça. Vous pouvez pas être sérieux avec moi les gars. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas concevable. Les gars, ils créent un mini trou de verre pour faire des voyages temporels, mais ils sont pas foutus de faire une autopsie d'un White Walker. Eh, on touche le fond hein, là, on est dans les abysses. Non mais sérieusement,
Dan recrute une équipe, son père en faisant partie, et ils se rendent sur le glacier, et après 10 minutes de recherche, boum, un vaisseau qui apparaît. C'est la magie du cinéma. Forcément, quand on voit ce genre de créature, on se dit, c'est pas possible que ça puisse créer un vaisseau. Et effectivement, on voit des pilotes congelés, ne ressemblant pas aux White Walkers, et plusieurs femelles en stase. Donc, on sort la toxine magique, et on commence à injecter. Mais au bout de genre la deuxième femelle, réveille en masse, exit la toxine, et bonjour les armes à feu. On tire, une femelle s'échappe, finalement on en vient à se dire fuck la toxine, on utilise un peu de C4, big badaboom, le vaisseau explose, Dan et son père finissent la dernière femelle, et voilà, tout est bien qui finit bien. Non mais quoi? Tu peux pas être sérieux avec moi? Qu'est-ce que... Ouais mais non, allez. Donc, film, t'es en train de me dire que toute cette péripétie de toxines a servi à rien, qu'il suffisait de 10 personnes avec un peu d'explosif pour détruire un vaisseau spatial? C'est quoi l'alliage du vaisseau? C'est du carton? Non mais je rêve en fait. Sérieux, ce film, c'est du foutage de gueule intersidéral. Même dans une réalité parallèle, ils se foutent de notre gueule. C'est pas possible. Et dire qu'un deuxième film est prévu? Quoi? Putain.